Très vite, les hostilités entre Français et Anglais vont reprendre. Non loin de l'île, une nouvelle menace s'organise contre la France. Les deux plus grandes puissances d'Europe, l'Empire plantagenet de Jean sans Terre et l'Empire germanique d'Othon IV, se sont alliés et convergent vers Philippe Auguste. Au mois de juillet 1214, Philippe Auguste apprend que les armées d'Othon sont à Valenciennes. Le roi de France traverse la ville de Douai dans l'espoir de prendre à revers l'empereur germanique. Philippe tente un piège à l'empereur germanique. Les armées françaises vont simuler une retraite pour forcer Othon à le pourchasser. Ensuite, Philippe foncera dans la plaine de Bouvines pour déployer ses chevaliers. Le dimanche matin du 27 juillet 1214, les deux armées se retrouvent face à face sur le plateau de Bouvines, à la grande surprise d'Othon. Philippe Auguste est au centre de ses armées. Il est face à l'empereur germanique. Le premier mouvement est opéré par l'aile droite. Très vite, le champ de bataille est recouvert d'une épaisse poussière. C'est au tour de Philippe d'affronter Othon. Le combat est féroce. Les chevaliers se battent avec courage. Le choc est brutal et sans merci. Philippe, c'est le désastre. Son flanc gauche vient de céder. Le roi se retrouve à 2 contre 1. Il est assailli par l'ennemi qui le fait tomber au sol. Un ennemi qui veut sa mort. Le combat dure depuis 3 heures. Dans un sursaut de courage incroyable, les armées de Philippe attaquent encore et encore. Les troupes d'Othon craquent les unes après les autres. Très vite, c'est la débandade chez l'ennemi. Othon s'enfuit sous un déguisement. Le soir est tombé sur le champ de bataille. La victoire française est totale. L'empereur Othon est en fuite. Il perdra son trône l'année suivante. Le soir même, Philippe ordonne le retour à Paris. Il est triomphant. C'est vraiment la première grande victoire de la nation française. Ces succès militaires ont donné à Philippe Auguste une autorité que personne n'ose discuter. Pour bénéficier de la protection du roi, les seigneurs s'empressent de se lier à lui. En contrepartie, le roi fait prévaloir sa volonté en s'opposant à des mariages ou des successions. Il est le seigneur des seigneurs. Paris est maintenant ceinturé d'une muraille de pierre infranchissable des 2 côtés de la Seine. Le trésor est transporté du palais de l'île de la Cité au Louvre de Philippe Auguste. Il y a dans les caisses l'équivalent d'1 an de dépenses. Le royaume n'a jamais été aussi prospère. Le gros œuvre de Notre-Dame est achevé, à l'exception de la partie haute des tours. Un chroniqueur de l'époque raconte que les pickpockets s'amusent à détrousser les passants qui se promènent le nez en l'air, impressionnés par le bâtiment. Le royaume est enfin pacifié. Cette paix va durer 10 ans. En 1223, Philippe Auguste meurt à l'âge de 57 ans. Ce roi exceptionnel laisse à son fils Louis VIII un domaine royal multiplié par 4. Le règne de Philippe Auguste est un règne fondamental parce que d'abord c'est un long règne, il ne faut jamais l'oublier, c'est un règne qui dure plus de 40 ans. Donc c'est un règne très très long. Donc le legs de Philippe Auguste est tout à fait important, soit du point de vue politique, l'extension du royaume, soit du point de vue économique et démographique, du point de vue du gouvernement, le développement d'une administration, la mise en ordre des finances royales. Et donc les caisses sont pleines. Et très clairement dans la géopolitique de l'Europe, le royaume de France, à partir de là, est une des principales puissances incontournables. Donc il laisse à son fils une France en très très bonne santé. Mais Louis VIII, lui, n'est pas en bonne santé puisque malgré son nom de Louis VIII le Lion, eh bien il va mourir très très rapidement. Son fils, Louis VIII, meurt de maladie 3 ans plus tard. Le petit-fils de Philippe Auguste, Louis IX, hérite de la couronne. Le jeune roi n'a que 12 ans.
Sa mère, Blanche de Castille, se retrouve régente du royaume de France. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de France qui va s'ouvrir dans une période où la ferveur religieuse atteint son paroxysme. Vous allez découvrir l'histoire d'un roi fou de Dieu, le roi Louis IX, futur Saint-Louis. Sa famille, son entourage, ses conseillers vont le pousser à devenir un martyr. Ce nouveau chapitre, Louis IX n'a que 12 ans. Plusieurs seigneurs et barons se rebellent contre le jeune héritier. Et le nouveau roi d'Angleterre, Henri III, menace à nouveau le domaine royal. Le petit-fils de Philippe Auguste a malheureusement 2 points faibles. Premièrement, il n'a pas encore été sacré roi. Et du fait de sa jeunesse, il n'a pas encore été proclamé chevalier. Tout simplement, ça va donner envie aux barons de reprendre l'indépendance partielle que le règne de Philippe Auguste leur avait enlevé, en quelque sorte. Très vite, ils vont vouloir prendre en otage le jeune roi. C'est la première fois qu'un enfant de 12 ans se retrouve à la tête d'un royaume qui est aussi riche. Louis IX, le futur Saint-Louis, est élevé par sa maman, vraiment dans le catholicisme suraigu. Le 29 novembre 1226, les plus grands chevaliers du royaume assistent au sacre du jeune roi Louis IX dans la cathédrale de Reims. Mais en attendant sa majorité, c'est sa mère Blanche de Castille qui dirigera le royaume pendant presque 10 ans. Et Blanche de Castille est une femme qui va se révéler très vite une femme de caractère. Et elle va devoir assurer la régence du royaume. C'est une femme à poigne parce que, vous savez, on n'est pas encore très éloigné de l'époque où le roi avait été choisi parmi la noblesse. Et il y a encore à ce moment-là tous les grands barons français qui disent « Oh, on en a marre des descendants du Capet, on va essayer de trouver un nouveau roi ». Bien que Louis IX ait été sacré roi, les barons rebelles projettent de le kidnapper. La cour royale se trouve à Orléans. Les barons foncent sur la ville et entourent la demeure royale. Et c'est ça, en fait, qui montre aussi la fragilité du principe dynastique. C'est que il suffit, après tout, que le roi puisse être pris en otage. Et à ce moment-là, tout est différent. Blanche de Castille et Louis IX se retrouvent assiégés. Mais Blanche envoie des messagers à Paris demander du secours. La population parisienne répond à son appel, prend les armes et marche sur Orléans. Blanche et Louis IX peuvent enfin sortir de la ville. Ils sont accompagnés par la foule qui scande le nom de Louis IX. Le retour sur Paris est triomphal. Cet événement va renforcer les liens entre le roi et son peuple. Louis IX a désormais 20 ans. Il ne lui manque plus qu'une reine. Blanche de Castille choisit la première fille du comte de Provence, Marguerite. La jeune provençale est réputée d'une grande beauté. Grâce à Philippe Auguste, le royaume a gagné plusieurs accès à la mer, au nord sur la Manche et à l'ouest sur l'Atlantique. Mais en choisissant Marguerite de Provence, Blanche consolide la présence du roi dans le sud de la France et offre à son fils une ouverture sur la Méditerranée. La guerre est donc un moyen important pour agrandir le domaine royal, comme vous l'a montré l'exemple de la bataille de Bouvines en 1214, remportée par le grand-père du roi Saint-Louis, le roi Philippe Auguste. Bataille de Bouvines, bataille importante, vous l'avez compris, elle est considérée comme une des plus belles et grandes batailles du Moyen-Âge. Mais l'autre moyen important pour agrandir le domaine royal, vous vous souvenez, j'avais beaucoup insisté sur ce point en cours, c'est le mariage. Le mariage avec des femmes de grandes familles princières qui permet de faire tomber des territoires dans le domaine du roi et d'agrandir donc considérablement ce domaine royal. À Paris, les tours de Notre-Dame sont enfin terminées. Elles s'élèvent à plus de 69 mètres de hauteur. Les artisans ont commencé la décoration extérieure de la façade. La cathédrale Notre-Dame est un symbole de l'art gothique qui se répand dans toute l'Europe. Une chanson de troubadour, Louis est fou amoureux de Marguerite. Mais Blanche a une ambition pour son fils. Il doit devenir un saint. Et pour cela, il lui faut respecter des règles de vie pieuses et austères. Le XIIIe siècle est une période d'intense ferveur religieuse. Pour beaucoup, la vie du Christ est un modèle à suivre.
La religion tient une place essentielle dans la société, le roi lui-même est un exemple de piété. Il prie tous les jours et assiste à tous les offices. Il se mortifie en se flagellant ou en portant un cilice, un sous-vêtement en poil de chèvre rugueux et inconfortable. On raconte même qu'il verse de l'eau sur ses plats pour les affadir. Proche des pauvres et des ecclésiastiques, Louis IX rêve de vivre comme un moine. D'ailleurs, c'est au nom de Dieu qu'il a accepté la charge de roi. Rien ne se fait sans Dieu. Il a des tocs, véritablement. Il ne faut pas faire ça parce que Dieu ne voudrait pas. Il faut faire ci parce que Dieu le veut. Voilà, Dieu est partout. Il ne vit que par Dieu. Vieillissant, sa ferveur s'amplifie. À 28 ans, il achète à prix d'or des reliques du Christ à l'empereur de Constantinople. La plus précieuse de ces reliques est la couronne d'épines. Pour l'accueillir, il fait construire un joyau de l'architecture gothique, la Sainte-Chapelle. Édifiée dans l'enceinte de son palais de l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle va servir d'écrin à la couronne d'épines et à un morceau de la vraie croix. Seuls les membres de la famille royale pourront venir y prier. C'est une vraie prouesse technologique, cette Sainte-Chapelle. Ça fait quelle hauteur? Ça fait 45 mètres de haut. Et c'était aussi coloré à l'époque? Oui, à l'époque, au Moyen-Âge, on aime les couleurs vives, la lumière. Regardez la hauteur de ces vitraux, c'est vraiment stupéfiant. Pourquoi est-ce que Saint-Louis fait construire une chapelle aussi gigantesque alors qu'à 2 pas, Notre-Dame est en construction? Eh bien parce que le roi Saint-Louis vient d'acheter 122 reliques du Christ à Constantinople, la couronne d'épines, un clou, un morceau de la vraie croix, et il fait construire cet écrin pour les abriter et pour montrer sa puissance et sa foi. Ça lui a coûté cher? Il a dépensé la moitié de ses revenus de l'année pour acheter ces reliques. C'est l'équivalent aujourd'hui de la moitié du budget de l'État. Ça se chiffrerait en dizaines, en centaines de milliards d'euros. Absolument. Ça coûte 3 fois plus cher que la construction de ce bâtiment. Est-ce qu'au moins ces reliques sont vraies? Non, on est 1200 ans après la mort du Christ. En réalité, il n'y a aucune trace archéologique véritable de la crucifixion. En revanche, ce qui compte, c'est qu'on croit qu'elles sont vraies. Et c'est pour ça que Saint-Louis va dépenser cette somme gigantesque, parce que ces reliques sont un témoignage de sa puissance et de sa foi. Et la présence de ces reliques à Paris fait de Paris une ville sainte et fait du roi de France un des premiers personnages au sein de la chrétienté. Voyez la dernière partie du règne du roi Louis IX, futur roi Saint-Louis, dans la prochaine et dernière vidéo.